Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. En ce qui concerne le Sénégal, vous savez que notre économie est structurellement faible, caractérisée surtout par des importations massives, mais également par des exportations malheureusement relativement faibles. Ça, c'est le premier aspect de notre économie. Le deuxième aspect, c'est que nous dépendons beaucoup de segments stratégiques comme le blé et le pétrole, mais aussi le riz, qui représentent une bonne partie de notre balance commerciale. Vous savez également que c'est une économie malheureusement qui dépend beaucoup de la pluviométrie et où de nombreuses entreprises sont en difficulté aujourd'hui. Alors dans ce contexte, il faut avoir une véritable politique économique pour relancer, n'est-ce pas, les activités au niveau du Sénégal. Et je suis de ceux qui pensent qu'en dépit des taux de croissance annoncés par les autorités du Sénégal, 6,7%, par exemple pour l'exercice 2016 qui vient de s'achever, je pense qu'on n'est pas dans la bonne trajectoire. Et je le pense pour plusieurs raisons. La première, elle est liée au fait que cette croissance n'est pas basée sur des fondamentaux solides. Vous savez, l'économie sénégalaise, malheureusement, n'est pas très diversifiée. Elle dépend aujourd'hui beaucoup de l'agriculture. Et cette agriculture dépend beaucoup de la pluviométrie. Les rares ouvrages d'irrigation qui existent sont au nord de notre pays. Or, si vous le voyez bien, par exemple, le bassin arachidier, c'est au centre, au centre-est, au centre-ouest. Alors donc, il y a un problème de maîtrise de l'eau aujourd'hui. Or, tout le monde sait que si le Sénégal a réussi à avoir ces taux de croissance, c'est dû à 2 secteurs ou 3 secteurs en gros fondamentalement. C'est d'abord le secteur de l'agriculture qui représente 16 à 17% de notre PIB national. Il suffit qu'il y ait 2 sécheresses ou une sécheresse pour qu'on n'ait plus de croissance économique. Donc vraiment, il y a une vulnérabilité à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est que notre croissance dépend beaucoup de notre politique en termes d'infrastructure. Vous avez vu tout ce qui a été fait par le PSE en termes de bâtiments. Or, en économie, on vous apprend toujours que une politique basée sur des infrastructures, lorsque ces infrastructures sont relativement conjoncturelles, n'est pas une économie solide. Parce qu'au moment où vous construisez ces infrastructures, naturellement, vous devez employer des personnes, vous devez embaucher. Mais dès que ces infrastructures sont terminées, malheureusement, vous ne pouvez plus parce que, tout simplement, il n'y a plus rien à faire. Donc, ça, c'est un deuxième point par rapport à la vulnérabilité de notre économie. Maintenant, le troisième aspect, c'est que notre économie a un autre moteur, ce sont les télécommunications, c'est le secteur tertiaire. Or, vous savez que c'est un secteur qui est contrôlé par les multinationales. C'est la Sonatel, c'est également Tigo, c'est l'ensemble des sociétés qui sont dans le domaine des télécommunications, mais également c'est les banques. Or, tout ce secteur pratiquement est contrôlé par les multinationales. C'est pourquoi moi, à son temps, j'avais produit une contribution dans laquelle j'appelais le gouvernement à faire très attention à ce discours d'autosatisfaction. D'abord parce que nous n'avons pas la moyenne en ce qui concerne l'UEMOA, les 8 pays qui nous entourent, parce que la moyenne tourne autour de 6,7% aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que c'est un taux qui avait été fait par le Sénégal à l'époque, en 2003, au sortir de la Coupe du Monde 2002. Et il y a un aspect important sur lequel, à mon humble avis, le gouvernement ne prête pas beaucoup attention, mais qui est important. C'est que si vous le voyez bien, il y a un premier plan qui a été fait dans le cadre du PSE, une période qui va de 2014 à 2018. Et dans cette période-là, il est prévu de réaliser un taux de croissance de l'ordre de 7,1% en moyenne. Or, aujourd'hui, on ne va pas l'atteindre. Et ça, je crois que les autorités ne sont pas très attentives à cet aspect qui est très important. Donc vraiment, la croissance, on peut faire mieux, surtout que le pétrole est à des niveaux, les prix sont à des niveaux relativement bas, surtout également que l'euro est en perte de vitesse par rapport au dollar.
Et puis les Sénégalais, quand même, sont des gens intelligents. On aurait pu bâtir véritablement de véritables politiques économiques pour essayer de contourner l'ensemble des difficultés issues du fait que nous ne sommes pas dotés de matières premières, bien entendu, à part ces découvertes de pétrole qu'on vient d'annoncer. Donc, sur la croissance, je dirais, c'est fragile. Également, on pouvait effectivement mieux faire. Maintenant, on ne peut pas parler de l'économie du Sénégal sans parler de l'endettement. Vous savez, il y a eu un débat sur l'endettement du Sénégal. Alors, en termes d'endettement, je dirais que nous sommes dans les proportions. Parce qu'il y a des directives de l'UEMOA qui enjoignent les pays de ne pas dépasser une norme de 70% de notre PIB national. Le Sénégal doit être actuellement aux alentours de 61%. Donc, on est dans la norme. Mais attention, le vrai problème, ce n'est pas d'être dans la norme. Le vrai problème également, c'est que cet endettement soit concessionnel. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle des éléments dons qui représentent au moins 50% de cet endettement, conformément aux injonctions des organismes de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Or, aujourd'hui, les ressources concessionnelles deviennent de plus en plus rares dans nos pays. Donc, ça veut dire que le Sénégal est en train de s'endetter au prix du marché. Donc, il faudrait, et ça c'est le troisième aspect qui est important, financer des projets viables. Or, vous voyez que le PSE, malheureusement, depuis le départ, a financé des projets dont, à mon humble avis, l'impact n'est pas démontré sur l'économie nationale. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez ce qu'on appelle le centre Abdou Diouf, qui vient d'être créé, qui vient d'être érigé. C'était conjoncturel parce que c'était pour répondre réellement à un besoin de l'organisation d'un sommet, c'était le sommet de la francophonie. Mais à l'époque, il y avait des réceptifs hôteliers qui étaient là. Mais le gouvernement avait préféré construire ça, certes avec un endettement auprès de la Turquie. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'arrive pas à rentabiliser cet investissement. Or, vous savez que l'économie, c'est la science relative à l'administration des ressources rares. On n'économise pas de l'air, parce que l'air, il y en a assez pour tout le monde. Mais puisque nous, on est un pays en voie de développement, il faut qu'on fasse attention à la qualité des projets. Ça, c'est le premier aspect. Lorsque vous voyez la cité de l'émergence qui est ici, près de la gare routière, mais là aussi, il y a un problème déjà de casting. Parce qu'on aurait pu, par exemple, confier ça à un organisme comme la SICAP ou l'OHLM. Parce que c'est la construction. Je crois que le Sénégal, aujourd'hui, maîtrise la construction. Vous allez voir que nous avons dépassé également quelque chose comme plus de 500 milliards. Il y a un débat sur les chiffres en ce qui concerne le train express régional, le TER. Or, le TER, à mon humble avis en tant qu'économiste, on vient de terminer une autoroute qui va de Dakar à l'aéroport de Niasse. Cette autoroute, on aurait pu d'abord rentabiliser ça, avant de penser à réaliser une autre infrastructure. Si on avait 1000 bus calibrés en fonction des besoins des populations, on aurait pu réellement résoudre le problème de la circulation entre Niasse et ici. Et on aurait pu juste dépenser quelque chose comme 50 à 100 milliards. Et ça, c'est très peu par rapport aux 500 ou 1000 milliards de francs CFA annoncés dans le cadre du train express régional, qui aura également à gérer des problématiques telles que la consommation d'énergie. Parce que le Sénégal est un pays qui, aujourd'hui, a une énergie extrêmement chère. Donc, vraiment, en termes d'endettement, donc, je dirais que là aussi, le Sénégal, certes, respecte les critères de convergence édictés par l'UEMOA, mais malheureusement, la qualité des projets que nous avons actuellement laisse à désirer, et si on n'y fait pas attention, le gouvernement pourrait malheureusement laisser une patate chaude aux tenants du pouvoir qui vont arriver par la suite. C'est pourquoi d'ailleurs la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Christine Ockrent, disait que, Mme Christine Lagarde, pardon, c'est différent de Ockrent qui était un journaliste, disait que le temps est venu pour les lions rouges de rugir. Et ça, je crois que c'était un appel pour dire que les Sénégalais sont des gens intelligents. Vraiment, ils peuvent tout faire pour que l'économie puisse s'envoler. Et pour cela, il faut réellement une diversification de notre tissu économique.
vers des produits nouveaux. Il faut une bonne politique également économique qui puisse nous permettre d'aller de l'avant et surtout de résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Parce que, M. Dia, vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement avait annoncé des chiffres à l'époque, au moment où le président Macky Sall accédait au pouvoir, de créer 500 000 emplois par an. Alors, 500 000 emplois durant son magistère. Mais la question de l'emploi, c'est une question épineuse, c'est une question difficile. Et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui résoudre la question du chômage des jeunes avec les politiques actuelles. Business 221, l'économie à votre portée.